Vous aviez dit au début des pourparlers qu'ils sont ouverts pour tout le monde, pour tous les partis. Pourquoi avoir dans ce cas exclu les tribus, les représentants des tribus, alors que les tribus en Libye, c'est le pilier de la société libyenne? Qui vous a dit que j'ai exclu les tribus? Moi, je n'ai pas encore organisé de dialogue. Moi, mon dialogue, c'est la conférence nationale. Elle aura lieu, Inch'Allah, début janvier. Ce que j'ai organisé, c'est une simple application de l'article 12 de l'accord politique qui exige que les deux assemblées m'envoient des gens que je n'ai pas choisis, mais qui sont membres des deux assemblées, qui viennent se réunir dans une commission de rédaction des amendements. Donc ce n'est pas un dialogue. Je sais que les Libyens utilisent le mot dialogue à tort et à travers, mais ce n'est pas un dialogue. Je n'ai pas organisé de dialogue. Si je devais organiser un dialogue, j'en fixerais l'agenda, j'en fixerai les participants pour être sûr qu'ils sont représentatifs, et je dépasserai certainement ces deux corps qui existent pour aller chercher ailleurs. Pas seulement les tribus, les professeurs d'université, les maires des villes, etc. Donc ça, c'est le dialogue sur lequel nous travaillons et qui s'appelle la conférence nationale et que j'espère pouvoir tenir début janvier. Mais ça, ce n'était pas un dialogue. C'était juste une application littérale pour que personne ne me dise que j'ai choisi à ma guise, que j'ai respecté l'article 12 de l'accord politique qui dit il faut des représentants des deux assemblées qui viennent pour étudier les amendements. Moi, je n'ai pas encore organisé de dialogue. Quand j'organiserai un dialogue, il aura une toute autre allure. Est-ce que le véritable obstacle au règlement de la crise libyenne, c'est l'absence d'un sentiment national libyen? Le vrai obstacle à la sortie de crise, à mes yeux, je peux me tromper, mais ça c'est mon diagnostic, et comme dit le capitaine Haddock, c'est mon avis et je le partage, c'est le fait qu'après la chute du régime de Kadhafi, s'est installé un système macroéconomique de prédation. Et que ce système de prédation qui consiste à piller les ressources du pays, les ressources financières d'abord, mais aussi les ressources de toutes sortes, a abouti à l'émergence d'une classe politique entièrement partie du système de prédation et qui n'a aucun intérêt à ce que cette situation change. Le principal obstacle aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le parti du statu quo, c'est-à-dire l'ensemble de politiciens, de groupes armés, de trafiquants et de gangsters qui coopèrent tous les jours ensemble pour piller leur propre pays et pour le saigner entièrement. Et si on ne casse pas ce système, tout ce qu'on fera sera de nature cosmétique. Si on ne casse pas le système de pillage, et c'est ça la grosse différence entre les crises qui ont lieu dans des pays comme le mien ou le vôtre, qui sont des pays qui ont des structures économiques, j'allais dire, normales, à des pays qui ont des ressources exceptionnelles. C'est que les enjeux économiques s'imposent comme les enjeux principaux des luttes. Et dans le cas libyen, c'est pourquoi c'est à la fois le cas d'école d'un pays où la prédation atteint son maximum jusqu'à créer pratiquement un nouveau millionnaire par jour de toutes sortes de trafics, mais c'est aussi, et c'est ce que les gens oublient, sauf s'ils vont se promener à Tripoli ou à Benghazi ou à Misrata ou ailleurs, c'est un pays, c'est un cas d'école aussi, comme je n'ai jamais vu de paupérisation rapide de la classe moyenne. C'est-à-dire, le niveau de vie de l'ensemble des Libyens est en train de chuter avec une vitesse extraordinaire et la richesse acquise généralement illégalement est en train de s'accumuler comme jamais je n'ai vu dans les mains d'un ensemble de gens qui ont des rôles différents parfois, qui vont du gangster au politicien, qui vont du voyou à autre chose, et qui sont en train de piller leur propre pays. Le pays sera en faillite financière dans moins de 18 mois, à ce rythme-là.
dans moins de 18 mois. Mais parfois, on a l'impression que les Libyens s'accommodent fort bien de cette division entre l'Ouest et l'Est libyen. Vous savez, ils utilisent ça quand ils ont besoin de justifier une position personnelle. La compétition est une compétition vers l'enrichissement personnel. Ensuite, ils ont un répertoire de références identitaires qu'ils utilisent à talab, sur commande. Ils ont besoin de vous dire qu'ils sont très forts, ils vous disent « moi j'appartiens à la tribu X qui compte 1 million ». Ils ont besoin de vous dire qu'ils n'aiment pas beaucoup se promener à Tripoli, ils vous rappellent qu'ils sont de l'Est. Il ne faut pas donner à ces référents identitaires, je crois, plus d'importance qu'il n'y paraît. C'est un répertoire de référents identitaires choisis sélectivement en fonction des besoins. Et moi, je n'ai vu que des tribus divisées, je n'ai vu que des villes divisées, je n'ai vu que la seule affiliation tribale ou régionale n'explique rien. Moi, je crois que ce sont des justifications beaucoup plus que des motivations. Est-ce que on peut penser... C'est pour cela que je suis un très mauvais orientaliste. Est-ce qu'il y a des risques d'un retour de l'ancien régime, par exemple, hein? Moi, je souhaite que les gens... Je crois que l'une des faiblesses majeures de l'accord politique, c'est qu'il s'est renfermé sur lui-même et que ceux qui ont soutenu l'accord politique ont considéré que c'était leur propriété privée qu'ils ne veulent pas partager avec les autres. Alors qu'un vrai accord politique ne peut survivre qu'avec l'adhésion quotidienne de nouvelles recrues. Et donc, je veux casser cette espèce de monopole qu'un groupe particulier de gens a sur l'accord politique pour l'ouvrir non seulement aux partisans du régime déchu, mais même aux partisans de la monarchie. Et vous allez les voir dans ma conférence nationale. Vous allez trouver des monarchistes, des kadhafistes, etc. Parce que je crois que l'accord politique restera tout le temps sur la défensive s'il ne s'ouvre pas lui-même à toutes les catégories de la population. Or, ce qui a été fait depuis Skhirat, et je le regrette infiniment, c'est que ceux qui ont soutenu l'accord le premier jour ont considéré que les autres n'avaient rien à y faire, et que c'était leur propriété privée et qu'ils ne voulaient pas le partager avec les autres. C'est une erreur monstrueuse. Un accord politique, pour survivre, doit s'ouvrir à l'ensemble de la population. C'est pourquoi je dis, et je répète, le passé des Libyens ne m'intéresse pas, l'avenir de leur pays, si. Le passé des Libyens ne m'intéresse pas. Et le général Haftar, est-ce qu'il a des chances de diriger le pays dans quelque temps? Est-ce qu'il n'a pas de tendance bonapartiste? Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas qui va diriger, mais comment il y arrive et comment il la dirige. Si c'est X, Y ou Z, c'est le souci des Libyens. Mais comment il y arrive? Si c'est par une action militaire, c'est une chose. Si c'est par élection, c'est tout à fait autre chose. S'il accepte des contraintes constitutionnelles, c'est une chose. S'il refuse toute contrainte démocratique, c'est autre chose. S'il gouverne ensuite en respectant la liberté d'expression, le droit à l'opposition, etc., c'est une chose. S'il ne le respecte pas, c'est autre chose. C'est pour cela le vrai dialogue que nous avons tous les jours avec les Libyens, et le malentendu d'ailleurs, c'est le suivant. Ils s'intéressent au ce qu'on appelle en anglais le who, et nous on s'intéresse au how. Eux veulent savoir qui, et nous voulons savoir comment. Parce que il n'y a pas de, comment dire, à part ceux qui sont poursuivis par le tribunal international, ça c'est autre chose. Si vous excluez ces gens-là du jeu, vous êtes face à une situation où aucun Libyen ne doit être privé de son droit à gouverner le pays. Sauf qu'il y a manière et manière. Manière d'y parvenir et manière de gouverner. Et c'est là où est toute notre attention. C'est pourquoi, même pour l'élection d'un nouveau conseil présidentiel provisoire, j'exige qu'il soit élu et pas qu'il soit nommé. Leaders.